Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Oser être soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Alexandre. Alexandre a traversé plusieurs années de dépression sévère avant de redécouvrir une passion qui l'a sauvé. Malheureusement, il a rapidement dû faire face à un environnement toxique qui l'a confronté à lui-même et à ses limites. Dans cet épisode, nous allons parler de dépression, réaffirmation de soi, de choix difficiles et de résilience. Donc, bonjour Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon épisode. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Bonjour Shana, merci de m'avoir invité déjà. Je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans, je suis actuellement en PVT en Australie, à Brisbane. Et puis je pense que j'ai traversé pas mal de trucs différents dans ma vie, que ce soit professionnellement et personnellement parlant, qui fait qu'aujourd'hui j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir donner mon avis ici et donner mon expérience pour voir si des gens s'identifient déjà à ça et si des gens peuvent en tirer quelque chose. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Je saurais pas trop quoi te dire de plus pour l'instant, mais voilà, je suis très content d'être là et très content de pouvoir en parler en tout cas. Parfait. Super. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer le début de ton parcours, par quoi tu as commencé et est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur par rapport à ta dépression? Alors globalement, je sais pas s'il y a vraiment eu un élément déclencheur, mais je pense que c'est surtout quelque chose qui s'est construit avec le temps. J'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire de manière générale dans ma vie de tous les jours, de manière forcée ou non, disons, dans le sens où j'ai traversé ma scolarité avec pas mal de soucis entre guillemets, que ce soit harcèlement, que ce soit éloignement scolaire ou quoi que ce soit, même si j'étais très bon en cours, en fait, j'avais pas de relations sociales directement en cours, donc que ce soit avec des potes, que ce soit avec des amis ou quoi que ce soit au collège comme au lycée, enfin tout ce qui est primaire, collège et lycée, ça a été à peu près comme ça. J'avais des potes, mais pas d'amis à proprement parler, avec qui je passais beaucoup de temps en dehors des cours. Et c'est vrai que j'avais vraiment cet éloignement social où je rentrais chez moi et j'étais tout seul. J'avais pas de lien social avec des gens. J'ai aussi la chance ou la malchance, ça c'est chacun qui en décide, d'être fils unique, ce qui fait que forcément j'avais pas non plus de repères entre guillemets qui soient fraternels ou sœur à la, à la maison, fraternelle on va dire, à la maison. Et du coup j'avais ce truc de, voilà, vraiment cette solitude entre guillemets qui s'est construite avec le temps. Et les copains entre guillemets et les potes que j'avais en dehors ne suffisaient pas. Ok. Jusqu'au moment où donc, j'ai commencé mes études sup, je suis parti donc en bachelor en management touristique à La Rochelle. Donc j'habitais Poitiers pardon à l'époque, donc à La Rochelle, D'accord. pas très loin. Et c'est vrai que là j'ai redécouvert entre guillemets un nouvel environnement puisque personne me connaissait, personne me connaissait tel que j'étais. Ouais. Et j'avais plus trop cette image de la personne très solitaire et très seule entre guillemets que je pouvais avoir au collège et au lycée. Et du coup là ça a été beaucoup mieux en termes de relations sociales, que ce soit avec les gens de manière générale, avec les profs, enfin tout ce qui m'entourait. Et du coup, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple à ce niveau-là. Ok. Pour autant, j'ai vraiment traversé mes études dans le sens où j'allais en cours, je rentrais chez moi le soir, je voyais des gens de temps en temps, mais j'avais pas vraiment non plus de grosses relations émotionnelles, que ce soit avec des potes, avec des copines ou quoi que ce soit. Enfin voilà, Ouais. j'étais vraiment dans ce truc de je traverse mes études, j'y vais et je rentre chez moi le soir. Est venue ensuite la période où j'ai terminé mes études et c'est temps de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie et comment est-ce que je compte après rentrer dans la vie active, Oui. on va dire. Et c'est malheureusement à ce moment-là qu'est intervenu le Covid. Et du coup, moi qui étais donc dans le tourisme et dans l'événementiel, j'ai D'accord. eu ce problème très rapidement de me Oui. dire, Ouais. je n'ai pas de travail. Ok. Je n'ai pas de travail. En plus, je devais rentrer, donc je suis rentré pardon du coup chez mes parents, Ok. qui eux habitaient donc Poitiers à ce moment-là. Non, pardon, ils avaient déménagé à Tours. Je dis une bêtise, excuse-moi. Et Tours où je ne connaissais personne non plus, puisque D'accord. j'y avais jamais réellement vécu. Mes Oui. parents avaient déménagé quand moi j'étais en études, et donc je me suis retrouvé à rentrer chez mes parents à ce moment-là où je ne connaissais personne. J'avais plus du tout de vie sociale, Ok. et en fait j'avais un seul entre guillemets leitmotiv ou quelque chose qui me motivait, c'était le jeu vidéo à l'époque. C'était un truc D'accord. qui me tenait vraiment à cœur et dans lequel je voulais performer. Et donc je me suis enfermé en fait dans cette spirale de jeux vidéo. Je vais manger, je reviens à ma chambre, jeux vidéo, je vais manger, je reviens à ma chambre. Ouais. Pas fou. Pas ouf, non, 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 pas ouf. Enfin, quand j'y repense maintenant, je sais que c'est pas ouf, mais à ce moment-là, c'était vraiment ma seule focalisation de me D'accord. dire je vais être le meilleur sur tel jeu et D'accord. Ok. je vais devenir exceptionnel, etc. Jusqu'au moment où vient une réalisation qui me fait dire mais tu n'es pas assez bon pour être le meilleur là-dedans. Et en fait, c'est un monde qui s'écroule parce Mhm. que c'est devenu l'intégralité de ce que je faisais de ma vie. J'avais plus de relations sociales, j'avais plus de contact à l'extérieur. Et du coup, le moment où je me rends compte que
je serai jamais assez bon entre guillemets pour devenir le meilleur joueur du monde ou quoi que ce soit. Il y a ce truc qui me frappe en pleine tête et qui me dit mais en fait tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire de ta vie, tu n'as personne autour de toi, parce qu'à ce moment-là je réalisais pas que mes parents étaient là pour moi et ça a été un gros élément déclencheur sur lequel on viendra après sans doute. Mais mes parents en fait m'ont beaucoup soutenu à ce moment-là et c'est vrai que c'était complètement inespéré pour moi parce que je les calculais même plus. Pour moi ils faisaient juste partie de l'environnement et c'était moi et moi tout seul. Et donc ce moment où je réalise que je ne ferai jamais rien de cette carrière de jeu vidéo inespérée, c'est là je pense que ça a été vraiment le gros élément déclencheur en plus du Covid qui fait qu'on ne pouvait plus sortir. On a eu ce confinement, enfin ces confinements, il y a eu ces restrictions, etc. Et donc le Covid plus cette réalisation de je ne sais pas quoi faire de ma vie et mon seul objectif tombe à l'eau. Je pense que c'est ce qui m'a mis en grosse dépression et qui a fait que par la suite, ça a été la descente aux enfers entre guillemets. D'accord. Et donc, de ce que j'entends, ça vient surtout, enfin, ta dépression vient surtout du manque de relations. Est-ce que, pourquoi tu penses que tu avais des difficultés particulières avec ça? Et comment tu décrirais ton quotidien à ce moment-là, quand tu as vraiment plongé, juste pour que les gens, peut-être qui sont dans la même situation que toi, puissent s'identifier et puis peut-être aient un espoir aussi qu'on peut s'en sortir. Alors, au moment où en fait je tombe en dépression, même si je pense que ça venait déjà de bien avant, mais que ça avait été vraiment voilà, grosso modo, petit à petit, ça a toujours été latent, mais il y a eu vraiment cette période où c'était encore pire et ça descendait petit à petit. À ce moment-là, en plus, j'étais en service civique, donc je travaillais, enfin, j'avais une activité quotidienne, mais vraiment, donc je me levais le matin à 7h, 7h30 pour aller travailler. Je partais au boulot à 9h. Je travaillais, je faisais ma journée 9h 17h comme beaucoup de gens le font en France aujourd'hui. Et en fait, je rentrais à 17h20 chez moi. Je me mettais sur l'écran jusqu'à 19h30, heure où je rejoignais juste mes parents pour aller manger. Et il s'avère qu'en fait, mes parents voyaient tout de suite si ça se passait bien ou pas sur le jeu, puisque mon humeur dépendait à quasiment 99% de si je gagnais ou si je perdais. Et c'est un truc, ils me l'ont toujours dit, ils m'ont dit, mais en fait, on ne te reconnaît plus. J'étais vraiment obnubilé par ça. Ouais. Donc je mangeais, ça durait une petite demi-heure à peu près généralement, et ensuite je retournais m'enfermer dans ma chambre jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin pour les pires jours. Et je me relevais à 7 heures le lendemain matin pour retourner travailler. Très peu, très peu, très peu, si bien que quand j'arrivais au boulot, alors j'ai eu de la chance d'avoir un service civique qui n'était pas très compliqué. Je m'en sortais plutôt facilement, je faisais les tâches assez rapidement. C'est quoi le service civique juste pour Alors le service civique, c'est un engagement associatif. Alors je peux te dire des bêtises parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire. C'est un engagement qui est associatif, si je ne dis pas de bêtises, d'une durée de 6 à 12 mois. Pendant lequel on est payé, alors à un taux qui n'est pas celui du SMIC ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un engagement associatif qui permet d'aider une association donc dans différentes tâches. Généralement ça va être de la communication ou des choses comme ça, ou ça peut être un peu plus concret, donc dans vraiment, je sais que dans les associations sportives par exemple c'est de l'entraînement au niveau des jeunes, ça peut être de l'aide à de l'organisation d'événements ou quoi que ce soit, mais je conseille le service civique pour ceux qui savent pas vraiment où ils en sont ou quoi que ce soit, c'est une très belle expérience. Moi, je ne l'ai pas vécu au maximum parce que j'avais beaucoup de choses à côté, mais je pense que c'est quelque chose pour les gens qui n'ont pas forcément de vocation et qui sont dans un entre-deux, qui peut être hyper bénéfique pour beaucoup de jeunes. Je crois que c'est de 18 à 25 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'on doit pouvoir faire ça. Et du coup, donc, je me retrouve à sortir de ce service civique le soir à 17h. Je m'enferme jusqu'à 4h du matin et je me relève à 7h du matin le lendemain pour y retourner. Et c'est vrai que jusqu'au jour où je m'endors littéralement pendant mon civique parce qu'il y a le corps qui tient plus et le corps qui ne veut plus en fait, qui dit il y a un moment faut faire une pause. Et du coup je crois que c'était ça la question initiale, excuse-moi j'ai un peu dérivé. Et oui parce que je t'ai posé plusieurs questions en une, mais du coup est-ce que tu avais des difficultés dans les relations depuis toujours et comment tu l'expliques aussi? Alors Je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Bien sûr, je pense que ça concerne énormément de personnes et aujourd'hui moi je sais que j'ai eu des difficultés dès la primaire. Dès les premières classes, j'ai eu des parents qui ont beaucoup déménagé. Donc je pense que ça a joué aussi sur le fait que la réintégration dans les nouvelles écoles, etc. était beaucoup plus compliquée. Je leur en veux pas du tout. Si vous regardez ça, rassurez-vous, je suis tout à fait en phase avec ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, comme je le disais à la base. Beaucoup de difficultés à interagir socialement à cette époque-là. Et j'ai eu ce truc j'étais à l'école. J'étais très bon à l'école, ça crée naturellement de la jalousie comme on peut en avoir quand on est enfant. Je pense que c'est un truc que tout le monde a quand on est enfant. On a toujours envie d'être, pas forcément le meilleur en cours, mais ça fait toujours bien
de voir l'intello de la classe entre guillemets qui s'en prend une ou deux, donc voilà. Beaucoup de harcèlement quand j'étais primaire, collège, et du coup je pense que ça m'a créé vraiment cette carapace sociale de me dire j'ai pas envie d'interagir avec les gens parce que je sais que ça peut me faire du mal. Et donc je pense que tout ce qui était primaire, collège, ça a été ça. J'ai eu cette phase où j'étais très bon à l'école, où je faisais exprès d'avoir des moins bonnes notes pour ne plus être très bon à l'école des fois, et où ça faisait un peu redescendre ce truc-là. Mais j'ai eu voilà, vraiment cette pression entre guillemets des autres pendant tout mon collège, mon primaire collège, pardon. Et au lycée, ça s'est un peu distillé, je l'avais un peu moins, mais j'avais toujours cette carapace sociale qui fait que j'avais pas envie d'aller vers les autres et d'interagir socialement entre guillemets avec les gens. Donc c'est ça qui m'a créé une carapace et qui fait que j'ai appris entre guillemets à vivre seul, malgré le fait que j'avais besoin quand même d'interagir avec les gens. Ouais. Et donc je pense que ça a été ça qui m'a plongé entre guillemets dans cette solitude, c'est de se dire je refuse d'être avec des gens, mais à côté je sais que j'en ai besoin et du coup cette dualité à un moment bah, ça explose et puis ça fait que c'est plus compliqué. D'accord, ok. Et est-ce que tes parents ou toi avaient décidé de consulter ou comment est-ce que tu t'es fait aider ouais, est-ce que tu t'es fait aider par rapport à ça déjà? Alors, ça a été un grand sujet de discorde avec mes parents pendant très longtemps. Ouais. Mes parents ont toujours souhaité que je consulte. Ouais. Et aujourd'hui, je conseille à n'importe qui de consulter si vous, ouais. Consulter des, c'est pas une honte. C'est pas une honte de consulter des professionnels de santé si on va pas bien. Au contraire, c'est même une force parce que ça témoigne d'un courage qui est énorme. Et moi, j'avais toujours refusé à l'époque. J'ai toujours refusé de consulter quelqu'un parce que je me disais non, je peux m'en sortir par moi-même. C'est la honte d'aller voir un psy, etc. Alors que pas du tout aujourd'hui. Vraiment, comme je disais, je pense que je le conseille à n'importe qui traverse des phases comme ça. Mes parents ont toujours voulu, j'ai toujours refusé. J'ai refusé d'être traité, j'ai refusé d'être suivi ou quoi que ce soit. Parce que excuse-moi, parce que tu voulais pas accepter que tu étais malade ou pourquoi? Je pense que c'était une fierté. Je pense que Ouais. j'avais cette fierté et un peu cette honte de me dire non, je vais pas mal. Je vais pas mal, j'ai pas besoin d'aide. Et c'est ça, exactement. Et du coup, je me suis toujours dit, je suis malheureusement quelqu'un qui, à force d'avoir toujours eu cette idée de m'en sortir tout seul, je suis incapable aujourd'hui de demander de l'aide. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide à des gens, même pour des tâches minimes, hein. Si j'ai des choses, on va dire un truc trop lourd à porter, je préfère le faire en deux fois plutôt que demander à la personne qui fait rien à côté de m'aider. Ce qui est un peu bête aujourd'hui, je m'en rends compte, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui se forge aussi. Et non, j'ai toujours refusé de me faire aider et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient hyper compréhensifs et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, mes parents, c'est mon plus gros pilier. Je sais que sans eux, je suis rien et que s'il y a quoi que ce soit qui va mal aujourd'hui, mes premiers psys, c'est mes parents. Et aujourd'hui, je sais que je ferai rien sans eux, donc c'est exceptionnel. Mais voilà, eux m'ont toujours poussé à consulter et ont toujours été là pour moi, pour m'aider au quotidien. Et c'est un truc, dès qu'ils l'ont appris, forcément, ils ont fondu en larmes. Enfin, dès qu'ils ont compris, entre guillemets, que j'étais en dépression et que j'allais pas bien, ils ont fondu en larmes et ça a été les jours d'après ont été très compliqués. Mais non, j'ai toujours refusé moi de me faire traiter. Je le conseille pas, mais voilà, moi j'ai toujours refusé et du coup j'ai jamais été suivi. Et pour la petite anecdote, il y a encore un an, enfin 1 à 2 ans, j'ai hésité à aller voir un psy, même si ça va très bien aujourd'hui et que j'ai pas de soucis. Enfin, j'ai ma santé mentale qui pour le moment va très bien et j'ai pas l'impression d'avoir de soucis de santé mentale. J'ai hésité quand même à me dire est-ce que ça vaut pas le coup de prendre quelques séances, de parler de ses traumas, parler des choses qui n'ont pas été à un moment. On n'est pas obligé d'aller mal pour aller consulter aussi, c'est juste pour apprendre à se connaître. Enfin, je l'ai dit pour les personnes qui nous écoutent, ça peut aussi juste être un moyen de chercher à se comprendre et voilà. Exactement, je pense que tu as tout dit là-dessus. Donc voilà, moi je conseille à tout le monde si aujourd'hui des gens ont des problèmes de santé mentale ou non, c'est toujours bénéfique d'aller voir un psy. Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui soit compétent et qui soit, enfin surtout en accord avec votre vision des choses et surtout que vous ne vous sentiez pas mal à l'aise vis-à-vis de ce professionnel de santé. Mais je pense que je peux conseiller à tout le monde d'aller voir un psy. On en a tous besoin, je pense, à un moment dans notre vie. Ok. Donc, à quel moment du coup tu t'es dit que que tu avais une passion qui était en toi, enfouie si on peut dire. À quel moment est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui a fait que tu es sorti de ce quotidien pas très sain? Alors en fait, je suis incapable aujourd'hui de me dire à quel moment j'ai eu ce déclic de faire autre chose, enfin de trouver une passion. Il n'y a pas eu de déclic, ça a été vraiment sur le plus long terme.
Quand j'ai compris du coup que ma carrière dans le jeu vidéo était anéantie avant même d'avoir commencé, il a fallu quand même que je me relève. Et c'est là où mes parents ont été exceptionnels parce que là ils ont toujours été derrière moi, toujours à me dire non, tu restes pas dans ton lit à attendre, tu sors, tu fais des trucs. Même si tu connais pas les gens, essaye d'aller à l'extérieur, de faire des choses, de découvrir d'autres choses. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que mes parents en fait sont toujours partis en club de vacances, en vacances. Enfin, je dis avantage, mais c'est parce que moi j'ai toujours des très bonnes, enfin j'ai que des très bons souvenirs. Et on est toujours parti en club de vacances, donc style Club Med, etc. Pour ne pas les citer. Et donc, à vrai dire, j'ai toujours été fan des animateurs dans les clubs de vacances, les trucs comme ça, et ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire. Et je l'avais forcément enfoui au moment où j'avais d'autres projets en tête, parce que pour moi c'était pas un vrai métier, c'était pas un truc qu'on fait sur le long terme, c'était juste, ah bah ils sont là l'été, ils sont marrants, mais voilà, à côté ils ont une vie. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est ce que tu as toujours voulu faire. Tu t'es jamais donné la peine de le faire et t'as jamais voulu vraiment t'investir là-dedans. Pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas de voir ce qui est possible? Et du coup, mes parents qui étaient partis en vacances à ce moment-là ont demandé aux animateurs comment est-ce qu'ils étaient rentrés dans le cursus, comment est-ce que ça s'était fait, etc., etc. Et m'ont transmis toutes ces informations-là pour que je vois de mon côté ce que je souhaitais en faire. Et au final, je me suis dit, ben, c'est ça en fait, c'est ça qui va me redonner entre guillemets un but, qui va me redonner un objectif, etc. Et à partir de ce jour-là, je pense que j'avais complètement mis de côté tout le reste que j'avais en amont. J'avais toujours forcément des problèmes de santé mentale, etc. Mais j'avais un objectif, j'avais un truc où je me disais, ok, pour m'en sortir, faut que j'aille jusqu'ici. Et donc c'est à partir de là, je pense qu'il y a eu ce déclic entre guillemets de me dire, je sais que j'ai un objectif dans la vie et je sais ce que je veux atteindre. D'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu faisais au quotidien et comment s'est passée cette expérience de travail? Alors, dans ce métier, tu veux dire? Oui, dans ce... D'accord. Alors en fait, j'étais Quel animé a été ton premier job surtout enfin, dans ce domaine-là. Ouais. En gros, la première partie de ma résurrection, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'était de renaissance, exactement. C'était de m'ouvrir aux autres. Et pour m'ouvrir aux autres, j'avais besoin d'un métier où j'étais en contact avec des gens. Et du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de prendre un premier métier pour préparer cette reconversion, puisque c'était quelque chose, en fait, il fallait que j'attende quelques mois. L'élément déclencheur, on va dire que c'était en mars-avril à peu près, et les formations pour pouvoir donc rentrer dans l'animation commençaient qu'à partir de janvier. Donc il y avait quasiment un an à boucler. Donc pendant les premiers mois, ça a été surtout de la recherche au niveau des informations, etc. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de me réouvrir aux gens, parce que j'avais de nouveau du mal avec les relations sociales, forcément, puisque bah, j'en avais plus depuis quelques années. Et du coup, j'ai trouvé un premier métier qui n'était pas du tout dans l'animation, mais si c'était un peu de l'animation. Je travaillais pour une boîte qui en fait présentait un nouveau logiciel. Et donc je devais aller dans toutes les agences de France pour présenter ce nouveau logiciel à des gens qui avaient peut-être 20 ans de boîte alors que moi je ne connaissais pas la boîte il y a encore un mois. Présenter le logiciel, présenter comment il fonctionnait, comment est-ce que je pouvais l'apporter à des gens qui étaient peut-être réticents à un changement de logiciel quand ça fait 20 ans que tu es dans une boîte, tu as tes habitudes, etc. Et donc en fait mon but c'était de les pousser à apprécier ce logiciel et moi à leur faire aimer. Donc il y avait toutes ces techniques un peu de s'appropriation de la personne, de comment est-ce qu'on interagit avec les gens, etc. Et ça a été dur, parce que moi j'avais plus du tout ce cadre de référence là. Donc ça a été très bien pendant quelques mois, le temps de me remettre en scène. Et du coup, donc après, je suis parti en formation donc pour faire de l'animation. C'était 3 mois donc en intensif formation tous les jours, 6 jours sur 7. On était logés sur place avec 180 personnes, donc forcément, dans ce cadre-là, t'es obligé de parler avec des gens. C'est ça, exactement. Et puis l'animation, c'est un métier de contact, c'est un métier où tu es au quotidien avec des gens. Donc tu as besoin en fait de parler avec les gens, d'interagir, d'apprendre à les connaître. Et au bout de 3 mois, donc après une formation intensive, on partait donc en club de vacances directement donc à l'étranger pour être animateur sur le terrain avec des gens qui sont vraiment en vacances et pas juste des gens qui sont en formation avec nous directement. Donc là, ça a été vraiment le saut dans le grand bain, étant donné que bah c'était voilà, on était en face à face, on était l'image de la marque. On avait un t-shirt avec le nom de la marque et avec ton prénom dessus. Donc forcément, t'es obligé d'être souriant, t'es obligé d'être avenant vers les gens, etc. J'avais eu la chance de faire une super formation. Enfin, j'ai fait une très bonne formation. Enfin, je pense que j'ai été dans les meilleurs de ce qu'on m'a dit en tout cas, parce que je pense que j'avais cet objectif de me dire, ok, il faut que je réussisse, faut que je réussisse. Et du coup, ça a été vraiment cette renaissance qui s'est fait à partir de ce moment-là, où dans la formation, j'ai tout donné pour être le meilleur, etc., etc. Donc je suis parti en club, donc avec une autre équipe avec que des gens très compétents. Est-ce que c'était
une très bonne chose, est-ce que c'était une moins bonne chose? Je ne sais pas, mais en fait, on avait une équipe avec que des gens qui, pour moi, sont des tueurs dans ce qu'ils font. Ok. C'est que des gens qui étaient extrêmement compétents, que des gens qui avaient fait une formation exceptionnelle, qui avaient été super bons. Et je leur dis encore aujourd'hui, je sais qu'ils sont tous hyper compétents dans ce qu'ils font. La saison commence, la saison se passe super bien. On est dans les meilleures notes de tous les clubs, et là, on peut se dire, mais c'est le paradis. Ouais. C'est le grand paradis, tout se passe bien. Et moi, je prenais vraiment énormément de plaisir à faire ce que je faisais Tu au faisais quotidien. quoi concrètement pour... En gros, donc au matin, on se levait, enfin comme tout le monde, on se levait vers 8h, 8h30. Ouais. Ouverture donc de ce qu'on appelle un box d'animation. Donc c'est le centre en fait d'animation, là où on a tout, là où il y a toutes les sonos, là où il y a tous les jeux à prêter, là où il y a tout le matériel, et là où en fait c'est un peu le centre névralgique de l'animation. Et ensuite tout au long de la journée, on déroule un planning d'animation, donc avec de l'aquagym, du fitness, du beach volley, des jeux autour de la piscine, des jeux dans la piscine, enfin de la danse, de la relaxation, enfin un tout D'accord. pour, entre guillemets, entretenir cette animation sur le club pendant toute la journée. Ok. Donc ça, c'est de 9h jusqu'à, on va dire, 17h30 à peu près. Retour donc à 19h30, après pour ce qu'on appelle les jeux apéritifs. Donc là, c'est vraiment le gros événement de la journée parce que c'est là où il y a tout le monde qui prend l'apéro. On fait un jeu style blind test, style juste prix, enfin des choses, voilà, des jeux qui animent un peu la terrasse à ce moment-là. Et ensuite, spectacle du soir, donc à partir de 21h30 jusqu'à discothèque minuit, 2h du matin en fonction des... Grosse journée. Exactement. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a aidé, c'est le fait que les journées sont tellement longues qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. On n'a pas le temps de penser à nos problèmes, on n'a pas le temps de penser à ce qui va pas, on a juste le temps de se concentrer sur le boulot. Et en fait, ça permet d'être dans un écosystème parce qu'au final, quand même, on est logé sur place, on dort tous ensemble. Enfin, on était une équipe de 9 ou 10, je crois, si je dis pas de bêtises, et on dormait tous dans l'espace de 4 chambres qui étaient alignées. Donc c'est vrai que ça fait toujours un gros changement quand on est habitué à vivre seul. Ouais. Moi, je l'ai hyper mal vécu au début. Enfin, j'étais Ah ouais. vraiment dans l'idée de me dire, mais pourquoi il y a un autre gars dans ma chambre que je connais depuis 10 minutes et on doit passer 6 mois ensemble. Donc c'est vrai que, mais on s'y fait. Parce qu'on est une équipe, parce que tout le monde est soudé et qu'on est tous dans la même galère, entre guillemets, à ce moment-là, de se dire, on fait des journées qui font 15 heures de long, mais on n'a pas le choix, en fait. Elles font 15-16 heures de travail par jour, ok, mais on est tous dans la même galère, et puis vu qu'on est tous ensemble, ça se passe bien. D'accord. Ça, c'était le début de la saison où ça s'est vraiment très bien passé. Ouais. Et en fait, est venu un moment où je pense qu'on était une équipe qui était tellement compétente que la personne qui était en charge de cette équipe s'est complètement mis en retrait. Et en fait, vu qu'on arrivait tous à faire excellemment bien notre travail, je trouve, je pense que cette personne qui était en charge de l'animation, donc notre responsable d'animation, a un peu eu ce truc de j'ai plus ma place. Parce que j'ai plus besoin, entre guillemets, de Ouais. manager cette Ouais. équipe. Et donc il fallait en fait qu'elle reprenne un peu d'autorité Ouais. là-dessus. C'est là où moi j'ai eu beaucoup de mal parce que je pense que c'est pas que j'ai été pris en grippe, mais j'ai été le seul qui me suis un peu opposé à Ouais. ça. Je vois. Et en fait, je pense que les autres, ça n'a pas plu forcément. Et les autres ont un peu suivi le Ouais. mouvement en se Ouais, disant ouais. ok, elle reprend un peu d'autorité, mais c'est notre responsable. Et moi en fait, je comprenais pas cette autorité parce que les décisions pour moi n'étaient pas logiques et n'étaient pas claires. Ouais. Et donc c'est très vite installé ce conflit D'accord. avec ma manager. Ok. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure de la saison, l'ambiance descendait un petit peu parce que je me mettais à l'écart automatiquement. J'avais pas envie d'être associé à cette personne parce que je sentais que mes valeurs à moi étaient remises en cause et que ça Ouais. ne me correspondait plus. Ouais. Et donc en fait, j'ai eu ce truc où petit à petit, l'ambiance s'est dégradée, s'est dégradée. J'ai eu le malheur de me blesser à un moment, donc j'ai été pas confiné dans ma chambre, mais j'ai dû rester dans ma chambre pendant 2-3 semaines et forcément, ça crée une distance avec l'équipe. Et au fur et à mesure du temps, pendant la saison, j'ai eu ce truc où j'étais complètement éloigné de l'équipe, j'avais plus ma place dans cette équipe-là. Et malheureusement, et alors j'en veux à personne parce que je sais qu'on fait tous comme on le sent sur le moment, ils se sont tous un peu ralliés de son côté Ouais. à elle pour, je pense, ne pas se mettre en danger ou quoi que ce soit. Et je me suis vraiment retrouvé en fait dans cette période que j'avais vécue quelques années auparavant, où j'avais l'impression d'être seul contre tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé entre guillemets à être sur la pente descendante de cette saison. D'accord. Ok. Est-ce que, avec le recul, comment tu voyais, quels étaient les signes qui montraient que peut-être le management était un peu toxique ou, enfin voilà, et aussi comment cela a impacté ton mental, ton énergie. Tu as dit que tu étais isolé et comment tu vivais ça. Est-ce que tu en parlais avec les autres, etc. On va revenir très rapidement sur ce que je disais où j'arrive jamais à demander de l'aide Oui. et je pense qu'à ce moment-là ça a été flagrant Ouais. parce que je pense que tout le monde voyait que j'allais pas bien et beaucoup de gens me le disaient. Enfin,
les gens de mon équipe en tout cas le voyaient, venaient me voir et me disaient mais je vois que tu vas pas bien. Et pourtant j'ai gardé la face, j'en parlais pas. Et c'est vrai que j'aurais dû en parler à ce moment-là, c'est évident, parce que c'est toujours mieux de parler des choses quand elles ne vont pas bien, plutôt que de les garder pour soi. Et je pense que j'aurais dû en parler à ce moment-là parce que ça faisait que de faire monter, faire monter, faire monter. Au bout d'un moment, ça explose, forcément. Mais non, j'avais pas cette relation où j'allais dire aux gens ça va pas bien. Si peut-être que je leur disais ça va pas bien, mais j'allais pas donner les bonnes raisons, ou j'allais pas donner les vraies raisons du fait que j'allais pas bien. Et ce management, en fait, qui se traduisait plus par des décisions qui étaient un peu insensées, des choses qui avaient pas forcément de fondement, ou même enfin, non, des représailles, c'est pas le mot, mais vraiment sur des choses infimes où on a pu faire des erreurs, parce que forcément on sort de formation, on fait forcément des erreurs, même si on est très bon dans ce qu'on fait, on est obligé de faire des erreurs. Il y avait ce truc où on faisait une petite erreur, c'était la fin du monde. Alors que c'était des petites choses qui se voyaient même peut-être même pas pour les vacanciers et les clients qu'on avait en face de nous. Je suis sûr que la plupart ne le voyaient même pas. Mais il y avait ce truc où dès qu'on faisait quelque chose qui n'allait pas, c'était devenu la police plus que l'équipe soudée. Et j'ai eu ce petit côté entre guillemets rebelle de pas vouloir comprendre ça. Et moi, si des décisions je les comprends pas, je vais toujours avoir tendance à les surinterpréter et à vouloir comprendre. Et en fait, je comprenais pas, donc forcément, j'allais en opposition. Et c'est ça qui faisait que petit à petit, ça créait de la distance. J'ai été évincé de certains spectacles aussi parce que sous prétexte de ma blessure, même si j'étais complètement capable de faire les spectacles, j'ai été évincé de certains spectacles, donc ça m'a aussi mis un gros coup au moral parce que ça avait été un des gros points d'amélioration entre guillemets que j'avais eu dans ma saison. J'étais extrêmement nul en danse et pourtant je faisais des spectacles de danse et c'est vrai que ça a été un peu d'amélioration pendant la saison. J'avais l'impression d'être meilleur, etc. Et donc quand on m'évince du spectacle, au moment où j'ai l'impression de commencer à vraiment bien avoir les chorés, etc., je le prends mal. Et petit à petit, voilà, je m'enferme dans cette spirale où je me dis non, j'en parle à personne, je reste tout seul, je reste tout seul, je reste tout seul. Et forcément, on se met beaucoup plus à l'écart à ce niveau-là. Et j'allais dire aussi peut-être que vu que tu n'avais pas complètement soigné à 100% la dépression avant, peut-être que du coup tu es retombé très facilement dedans. Enfin, je sais pas si tu es retombé dans une dépression, mais en tout cas tu es retombé dans ces mêmes schémas parce que tu n'avais pas soigné les schémas du passé, peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup ce truc où je me disais, j'avais pas conscience à l'époque que j'étais passé à autre chose parce que mon corps avait toujours ces réflexes de se dire bah on s'isole. Mon corps et mon esprit étaient toujours dans cet esprit de on s'isole, on va pas aller vers les autres, on va pas en parler, on va juste se mettre à l'écart, faire comme si tout allait bien et au final les vacanciers ne voyaient pas que ça allait pas parce que je pense que je mettais tellement tout sur le travail que j'étais encore meilleur quand j'allais pas bien parce que c'était mon échappatoire. C'était le truc où je pouvais être à 100%. Exactement. C'était un vrai masque parce que j'allais sur le terrain, bon, si on appelle ça sur le terrain, j'allais vraiment autour de la piscine, je faisais mes animations et je pense que je donnais tellement 100% pour évacuer tout le reste que ça se voyait pas du tout. Et au final, l'exemple parfait de ça, c'est que donc vient un moment dans la saison où on est censé avoir nos affectations pour la saison d'après, puisque les saisons s'enchaînent, été, hiver, été, hiver, été, hiver. Et étant donné qu'on avait tous fait une super saison, pour moi c'était évident qu'on repartait tous en saison l'année d'après. Notre responsable donc nous prend un par un en entretien pour nous dire bah écoute, tes vœux pour l'année prochaine c'est ça, tu pars ou tu pars pas, etc., etc. Et en fait tout le monde a été passé en entretien, sauf moi. Et il y a un moment où je me dis mais comment ça se fait que tout le monde a ses destinations, tout le monde sait s'y repart, etc. Et la plupart repartaient, donc c'était génial, j'étais hyper content pour tout le monde. Et moi j'ai rien, j'ai pas d'entretien, j'ai pas du tout, rien du tout. Et elle avait pris tout le monde dans un bureau pendant une demi-heure, etc. pour vraiment en discuter. Et un matin, enfin non même pas un matin, un après, je me rappelle très bien, il était 16h02, j'avais Aquagym à 16h30, je me rappelle parfaitement. Elle me dit bah viens, on va s'installer, on va discuter. Et je savais pas que c'était pour ça à la base. Je pensais qu'elle voulait mettre des choses à plat puisqu'on avait eu encore des dissonances il y a quelques jours. Elle s'installe et elle me dit bon bah on a eu les retours pour les affectations. Je pense que tu l'imagines mais tu ne pars pas la saison prochaine. Et c'est là où moi mon deuxième monde s'écroule parce que moi c'était redevenu ma raison de vivre. C'était voilà, j'étais vraiment là en mode bah, je vais enchaîner les saisons, ça va mieux dans ma vie, tout va bien, etc. Et elle me dit bah non, j'ai fait en sorte que tu ne pars pas en saison l'année prochaine. Et elle t'a donné une raison ou c'était parce que c'était vague comportement, mais après comportement c'est très objectif, enfin c'est très subjectif pardon. Il y a ce truc où mon comportement lui convenait pas, mais peut-être qu'il aurait convenu à quelqu'un d'autre. Et je pense que dans ce que je faisais j'étais hyper compétent. Et c'est là où je me suis vraiment dit ok c'est pas du bon management, c'est pas bon pour le quotidien. Et je me rappelle très bien que ce cours d'aquagym de 16h30 juste après cette discussion, ça a été le meilleur cours d'aquagym de ma vie. Tout le monde est venu me voir après en me disant mais énergie qui est incroyable, etc.
mais parce que je pense que j'avais toute cette frustration et cette colère en moi qui fait que Tu l'as je transformé l'ai. en énergie. C'est ça, exactement, pardon. Et je pense que tout le monde est venu me voir après en me disant, mais on est mort, en fait, on n'en peut plus de ton cours d'aquagie, on veut juste que ça s'arrête. Et du coup, voilà, c'est là où je me suis dit, mais ok, il y avait un truc à décharger à ce Ouais, moment-là. ok. Et donc, à ce moment-là, quand elle te dit ça, enfin déjà, comment est-ce que tu avais vu une amélioration ou pas du tout, j'imagine. Mais comment tu as fait face à cette décision et est-ce que tu as pris des décisions par la suite? Comment ça s'est passé? Au moment où je reçois cette décision de ne pas me renvoyer en saison Ouais. la saison d'après, forcément je m'écroule parce que moi c'était, comme je te disais, c'était devenu vraiment ma vie, c'était devenu mon quotidien. Et quand tu rentres dans l'animation, dans ce genre de structure, C'est une bulle. c'est vraiment une bulle. Ouais. Tu connais tout le monde, tu connais tous les autres clubs, tu connais toutes les personnes qui bossent dans les autres clubs, Oui, et tu c'est un monde t'as. fermé, en fait. Exactement, Ouais. c'est un monde qui est très fermé et qui au final est très toxique. Parce que vu que tout le monde se connaît, il y a vraiment beaucoup de choses il y a beaucoup de copinage. Ah bah un tel il connaît machin, donc il va partir avec machin. Un tel il connaît un tel, ah bah ils vont le mettre dans le meilleur club, etc., etc. Et ça tu t'en rends pas compte quand tu Ouais. viens d'arriver dans le truc Ouais. parce que t'es le petit nouveau qui vient Ouais. d'intégrer la boîte et tu te dis, ah bah, Tu penses que tout le monde a ses chances, mais en fait, il y a des... exactement, il y a vraiment ce truc Ouais. de si les gens qui font les affectations te préfèrent toi, Ouais, c'est ça. tu sais que Ouais. tu vas avoir un super truc. Ouais. Et donc au final, je me retrouve à encaisser cette décision. J'appelle mes parents dans la foulée, machin, on en discute, on en discute. Et à ce moment-là, la décision n'était pas de partir. J'avais prévu quand même de terminer ma saison et de me dire, bah écoute, on finit quand même malgré toutes les complications. On continue ce qui se passe, on voit. De toute façon, ça fait toujours plaisir d'être là. C'est pas un cadre de vie qui est vraiment négatif. T'es au bord de la mer, t'es au bord d'une piscine. Il fait 30 degrés. Il y a vraiment pire. Il y a vraiment pire. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me dis, ok, je continue malgré les problèmes. Ok. Et je continue d'aller au bout de la saison et je Ok. termine proprement au cas où si je veux repartir après avec eux. La situation fait que de s'empirer. Parce que je Ok. pense qu'à partir du moment où elle m'avait dit que je repartais pas, moi Ah j'étais oui. plus dans le truc. Yep. Et en fait, il y avait ce truc où elle capitalisait sur le fait que j'étais plus dedans. Et donc elle avait encore plus de raisons de me blâmer, de trouver les raisons qui allaient pas. Ça s'empire, jusqu'au jour où je prends la décision de partir et de dire bah je démissionne, je rentre à la maison, je rentre à Tours, là où il y a tous les trucs que je veux pas revoir, Ouais. mais j'y retourne quand même parce que là ça va plus du tout Ouais. ici. Et en fait ça s'est fait à la suite d'une petite réunion qu'on avait en équipe où ça a dégénéré. Ok. Il y a des mots qui ont été sortis qui étaient pour moi beaucoup trop importants par rapport à ce qui s'était passé, des insultes, etc. Enfin bref, ça a été beaucoup trop loin. Je prends la décision de partir et à partir de ce moment-là, je pensais être tranquille et me dire bah écoute, c'est pas grave, je rentre en France, va y avoir des problèmes mais on va s'en sortir. Et en fait, elle a trouvé le moyen pendant les 2 jours entre le moment où j'annonce que je pars et le moment où je pars vraiment, de retourner toute l'équipe contre moi. Euh, je ne sais pas comment, je n'ai pas de raison, j'ai pas de C'est pourquoi du créatif. comment. Je pense qu'en fait, elle a dû inventer des choses sur ce que j'avais pu dire ou quoi que ce soit. Quand je sais qu'à un moment dans la saison, j'avais dit que je pensais que on méritait tous de partir et que moi, je pensais que je méritais de partir à peu près autant que les autres. Ouais. Et je pense qu'elle a dû le tourner en il pense qu'il mérite plus de repartir que vous, etc. Donc des choses comme ça. Ouais. Et je pense que voilà, elle a réussi à mettre tout le monde dans sa poche ou dans son sac et elle a fait en sorte que bah, tout le monde soit un peu contre moi. J'ai eu écho de certaines choses qui avaient été dites sur moi qui étaient absolument immondes par rapport à ce que j'avais pu dire. Et je pense que voilà, à ce moment-là, je me sens très seul et elle arrive à mettre encore plus tout le monde contre moi et les gens avec qui j'ai passé 6 mois H24 viennent dans ma chambre pour me dire mais pourquoi t'as dit ça sur moi? Alors que c'est des choses que je n'ai jamais dit, c'est des choses sur lesquelles je suis obligé de me justifier alors que je devrais pas. Et forcément, même si on est amis, à côté de ça, il y a sa parole, il y a la mienne. Et pour moi, aujourd'hui, dans l'équipe, on était tous amis. Mais C'était une relation de travail au fond. c'était une relation de travail. Mais pour moi, quand on bosse dans l'animation et qu'on est H24 avec des personnes, il y a cette amitié qui se crée, ou au moins ce truc de on n'est pas que collègues. Ouais. On est quelque chose de plus parce qu'à un moment, on est tous censés s'entraider, on est loin de nos familles, on est loin de nos amis, on est loin de notre cadre de référence. Ouais. Donc on s'entraide, on est plus que juste des collègues de travail. Et en fait, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, on redevenait des collègues de travail parce que il y avait toutes ces choses qui avaient été dites, il y avait tous les gens qui venaient un par un me voir limite dans ma chambre en me disant mais je comprends pas pourquoi tu as dit ça sur moi, je comprends pas pourquoi tu penses que tu mérites plus de partir que nous, etc. Alors que c'était pas du tout des choses que j'avais dites et aujourd'hui c'était des gens que j'estimais énormément à ce moment-là. Et donc vient le moment où je pars, je m'en vais en pleine nuit, je crois qu'il était 3 heures du matin pour mon taxi parce que je devais avoir l'avion à 5-6 heures. Et en fait, tout le monde m'avait dit quelques jours avant, c'est pas grave, on viendra te voir au moment où tu pars.
Et le moment où mon taxi arrive, j'ai une seule personne qui était là, qui est venue me dire au revoir, parce que je sais pas si elle avait pas cru à ces choses-là. Mathilde, si tu regardes ça, je suis très content que tu sois venue et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais je pense que voilà, c'est ce moment où en fait je me rends compte qu'il y a personne qui vient me dire au revoir. Et là, je me dis, ben en fait, c'était juste pas, c'est pas ce que j'imaginais. Ouais. Et donc voilà, retour en France à ce moment-là, et puis bah la suite est un peu différente, et c'est le moment où là j'ai pris conscience de beaucoup de choses, et à partir de là, ça a été vraiment mieux, je pense. D'accord. Ben, parfait. D'où ma question suivante. Est-ce que tu as décidé de changer de direction? Comment tu as pris les choses en main? Parce que j'imagine qu'après ça n'a pas dû être facile de rebondir. Au moment où je rentre en France, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai l'impression que c'est enfin, mon nouveau rêve entre guillemets qui s'écroule et que je vais retomber dans les mêmes schémas où j'avais été avant. Et je pense qu'il y a ce moment où je rentre, où je prends mes parents dans mes bras forcément parce que ça va pas bien à ce moment-là. C'est un moment où je suis pas en phase avec ce qui se passe. J'accepte pas ce qui se passe, mais je suis obligé de le subir. C'est un peu une injustice. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'être parti un peu de manière ingrate et qu'on m'a un peu poussé vers la sortie. Et en fait, j'arrive en France et je me dis, ok, par contre, c'est hors de question que je retombe dans le même état que celui dans lequel j'étais avant. Ouais. Parce que je sais à quel point ça m'a détruit, je sais à quel point ça a détruit aussi mes parents. Et quand je les vois, je me dis, ok, je peux pas leur refaire subir ça à eux. Même si je me le fais subir à moi, faut pas que je le fasse subir à eux. Et du coup, je me dis, non, ok, tu vas tout trouver pour pas retomber dans ce schéma-là. Et je pense que ça passe aussi par le travail. Je pense que le moment où en fait je rentre en France, je me mets directement dans l'esprit de me dire, ok, faut que je retrouve quelque chose directement. Faut pas que je me laisse le temps de gamberger, le temps de réfléchir, le temps de penser. Faut que je retrouve quelque chose directement. J'ai eu la chance de retrouver quelque chose directement qui était un travail purement alimentaire D'accord. parce que je voulais mettre de l'argent de côté, je voulais Ouais. me dire je suis occupé pendant mes journées, c'est ça, exactement, pardon. Donc je travaille pendant 2 3 mois dans la grande distribution à faire de la caisse, etc. Mais voilà, ça me va très bien, je fais un peu d'argent, ça me permet de penser à autre chose et tout va bien. Et en fait j'ai moins cet esprit de me dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, qui tourne en boucle, comme quand j'étais pendant le Covid où j'avais vraiment pas de travail, auquel cas là ça allait vraiment pas bien. J'ai plus du tout ça parce que je me dis ok mais t'es sur la bonne voie parce que t'es occupé, parce que tu retrouves un cadre, parce que ceci, parce que cela. Et bizarrement en fait cette expérience dans l'animation ça m'a fait m'ouvrir aux autres à un point qui est inimaginable, si bien qu'aujourd'hui je pense que je peux me définir comme être quelqu'un de sociable et moi tous les gens autour de moi me disent mais t'as cette faculté d'aller vers les gens qui est exceptionnelle et je suis fier de ça parce que je me dis mais le chemin que j'ai parcouru depuis le mois du collège qui dans la cour était assis sur les marches et attendait juste que ça sonne pour retourner en cours. La récré, c'était le pire moment pour moi. Ouais. Je détestais la récré. Et c'est vrai que moi, je suis fier de ce parcours-là parce que je me dis, mais aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien, je suis capable d'aller vers les autres. Et je me rends compte que j'ai besoin des autres. Là où quand j'avais 10, 15 ans, j'étais très content d'être tout seul et j'avais pas besoin des autres pour moi. Là aujourd'hui, je sais que j'ai besoin des autres. J'aime mes moments seuls et je trouve que c'est une force énorme d'avoir réussi à apprendre à avoir ces moments seuls. Mais j'ai besoin des autres autour de moi aussi. Ouais. Et donc ce rebond, je le prends vraiment par le travail parce que moi, je sais que ça a été ce qui m'a fait rebondir directement. Et par le fait aussi que j'ai eu cette chance, mes parents étaient retournés à Poitiers, et donc j'ai pu retrouver 2 3 amis que j'avais à l'époque à Poitiers avec qui j'étais quand même resté en contact. Et je sais que ces gens-là aujourd'hui sont encore de très bons amis, si ce n'est mes meilleurs amis. Et ils et elles m'ont aidé énormément à ce moment-là à remonter aussi la pente après l'animation, qui était un nouveau coup dur pour moi. Mais voilà, à ce moment-là, je me suis toujours refusé de retomber, et mes parents m'ont toujours mis un peu cette épée de Damoclès en me disant, si tu retombes, tu sais qu'on est là. Ouais. Et on veut pas que tu retombes. On n'a pas du tout envie que tu retombes dans ces travers, on n'a pas envie de te perdre, on n'a pas envie de ça. Donc, j'ai toujours eu ce soutien autour de moi quand je suis rentré, qui a fait que ça s'est beaucoup mieux passé que pendant le Covid. D'accord. Et enfin, le fait que le Covid soit terminé, Mm. ça a aussi aidé dans les opportunités de travail, dans le fait de pouvoir retrouver entre guillemets cette vie sociale. D'accord. Et par curiosité, après, t'es retourné dans ce milieu ou t'as complètement changé de voie? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, enfin, ou les mois? Alors c'est très drôle parce que dans les mois qui ont suivi, donc j'ai bossé dans grande distribution comme je te disais pendant quelques mois. Et après il s'est quand même posé la question de est-ce que je trouverais pas un truc qui soit un truc qui me tient un peu à cœur. Et du coup je suis retourné dans le tourisme qui était ma formation initiale. J'ai travaillé dans un parc de loisirs pendant plus d'une année dans laquelle ça s'est globalement bien passé. Je suis parti en fin d'année sur des désaccords mais rien de très très grave. Et à la suite de ça je me suis dit une chose qui pour moi aujourd'hui est très importante, c'est que j'ai envie de vivre pour mon travail. C'est ce que j'avais eu l'impression de faire quand j'étais en animation et je ne veux plus vivre aujourd'hui pour mon travail. Je veux plus que mon travail soit le point central de ma vie.
Donc aujourd'hui, tous les tafs entre guillemets que j'ai pris, que je prends et que je prendrai, ce seront des tafs qui seront pas alimentaires parce que c'est pas le terme, mais c'est des choses qui sont juste du plus dans ma vie. Ouais. Je veux pas de quelque chose qui soit une contrainte. Je veux pas de quelque chose qui soit quelque chose qui me peine entre guillemets dans mon quotidien. Je veux surtout pas que ce soit quelque chose qui soit néfaste dans ma vie. Donc j'ai bossé en fait là pendant 2 ans, enfin, et du coup ça s'est terminé il y a 1 mois et demi quand je suis arrivé en Australie. Ouais. Je suis retourné dans la grande distribution D'accord. et du coup je faisais donc tout ce qui était service après-vente pour une grande enseigne et je me suis éclaté, mais je me suis pas éclaté pour le travail, je me suis éclaté pour les gens parce que j'avais cette stimulation intellectuelle dont j'ai besoin, vu que bah, y a du traitement de dossier, il y a des choses comme ça. Mais ce qui m'a fait tenir en fait pendant 2 ans, ce qui m'a fait y aller pendant 2 ans, c'était vraiment les gens avec qui je travaillais. Ok. Et donc j'ai retrouvé en fait cet esprit familial avec les gens avec qui je bossais, qui pour moi est primordial. J'ai besoin des gens aujourd'hui, je sais que j'ai besoin des gens, et ça compte encore plus dans le travail. Ces gens avec qui je bossais, qui aujourd'hui sont des grands amis à moi aussi, j'estime que ce sont mes amis, et je sais que si j'ai un truc qui va pas, je peux me tourner vers eux. Ok. Même si je travaille plus avec eux, que je suis à l'autre bout du monde, j'ai ce truc où j'ai vraiment créé des amis dans mon travail, et c'est ce qui m'a fait tenir pendant 2 ans. Je suis rentré dans cette enseigne, je pensais ne même pas y rester 3, 6, 7 mois. Et au final, j'y ai fait 2 ans et si j'avais pas eu l'Australie qui s'était présentée, je pense que je serais resté encore quelques années là-bas. Donc voilà. J'ai pas de parcours de professionnel, entre guillemets, de reconversion professionnelle que j'ai faite. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vivrais de travail, pardon, qui me motive pour une certaine raison. Que ce soit les Ouais. gens ou ce que je fais, Ok. mais principalement les gens. Ok. Et j'avais une question aussi sur, parce que dans le milieu professionnel, malheureusement, ça arrive très souvent qu'il y ait des managers ou des personnes néfastes et c'est parfois très difficile de poser ses limites, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui traverse ce moment-là pour poser ses limites, apprendre à dire non ou juste faire face à un management qui peut être toxique? Alors moi aujourd'hui, ce que je pense vis-à-vis de ça, c'est que du travail, il y en a. Malgré tout ce qu'on peut dire du travail, il y en a pour tout le monde. Et aujourd'hui, si on se lève avec la boule au ventre en allant au travail, c'est qu'il faut absolument partir. Les moments où j'ai commencé à me lever avec la peur d'aller au travail, avec l'appréhension de me dire comment va réagir un tel ou un tel vis-à-vis de cette décision, vis-à-vis de cette chose-là, c'est le moment où j'ai su qu'il fallait partir. Si aujourd'hui on se lève pour aller au travail dans lequel on passe, je pense, pour la plupart 7 heures par jour, pour qu'au final ce soit 7 heures de contrainte, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. 7 heures, c'est quasiment un tiers de la journée. C'est pendant la journée où on est debout, c'est plus de la moitié. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose. Aujourd'hui, le management toxique, ça se traduit par beaucoup de choses. Je pense qu'on en a tous plus ou moins vécu, sauf ceux qui ont beaucoup de chance. Et je pense que peut-être que tu en as vécu aussi du management toxique, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend compte à partir du moment où ça atteint nos valeurs. Moi, je sais que mes valeurs sont très prononcé chez moi. Je sais que mes valeurs, à partir du moment où elles sont impactées, je vais le sentir et je vais très vite me sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça. Si vous vous sentez mal à l'aise dans vos valeurs, c'est que vous n'êtes plus à votre place. C'est qu'il faut absolument partir. Pas forcément mal le faire. Il n'y a pas à se dire bah, je pars demain ou quoi que ce soit. Soit vous essayez d'en discuter avec votre management si vous avez un management qui est compréhensif, ce qui est rarement le cas quand c'est toxique. C'est quand même assez opposé, contradictoire, merci. C'est assez opposé dans ce sens-là. Mais si vous avez un management qui peut être compréhensif vis-à-vis de ça, essayez d'en discuter. Si vraiment vous voyez que ça passe pas, pour moi, il faut partir, il faut trouver autre chose. Du travail, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Je sais pas, mais pour l'instant, je sais. Enfin, c'est évident qu'il y en a. Les agences d'intérim, ça existe. Il y a du travail globalement partout. Si on a vraiment envie de travailler, pour moi, il y a du travail partout. Et si vraiment on se sent pas bien dans un boulot, faut pas y rester, parce que ça n'ira jamais mieux. À partir du moment où un management est toxique, il n'ira jamais mieux si après quelques discussions ça n'a rien changé. Donc voilà, pour moi, le conseil que je peux donner, s'il y en a un seul, c'est de rester fidèle à ses valeurs et de ne jamais prendre sur sa personne pour du travail. À partir du moment où on va au travail, c'est pour prendre du plaisir, même si pour beaucoup, je sais que c'est quelque chose qui est alimentaire, c'est quelque chose sur lequel il faut survivre. Donc il y a un moment où on doit gagner de l'argent, mais à partir du moment où ça touche à vos valeurs, Et à la santé mentale. et à la santé mentale, oui, du coup. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, vu que ça fait partie de mes valeurs, oui, voilà, moi, ça allait aussi là-dedans. Mais voilà, à partir du moment où ça touche à votre santé mentale ou à vos valeurs personnelles, il faut trouver autre chose parce que vous allez ne pas aller bien et vous allez avoir cette petite redescente petit à petit que vous n'allez pas forcément sentir, mais vous en rendrez compte quand vous serez au plus bas et que vraiment ça ira pas. Donc voilà, partez. Très bien. Et est-ce que tu penses que cette expérience t'a enlevé, enfin, a atténué un peu cette passion que tu avais trouvée
Est-ce que tu penses que tu retourneras un jour dans ce milieu ou ça t'a complètement dégoûté, entre guillemets? Alors, c'est une question à laquelle j'avais l'impression d'avoir trouvé la réponse. Oui. Et récemment, je me suis dit que finalement, je l'avais peut-être pas tant ma réponse, Ouais. parce que pour moi, ça m'avait vraiment dégoûté du milieu, dans le sens où j'étais dans cette boîte qui, pour moi, était un peu une boîte de cœur, même si je la connaissais pas. J'étais toujours parti avec cette compagnie-là quand on Ouais. partait en vacances. Moi, c'était un peu l'objectif d'aller bosser chez eux. C'était un peu le Saint Graal, quoi. C'était le truc que je voulais absolument. Et quand on m'a dit, bah, tu peux plus bosser chez eux vu que t'as démissionné, je me suis dit, bah, l'animation c'est terminé, c'est plus pour moi, c'est pas un truc que je veux faire et c'est pas un truc qui m'animera entre guillemets dans ma vie parce que c'était cette boîte là ou rien. Et donc mes parents avaient regardé, hein, m'avaient proposé, me disaient bah tiens, regarde, il y a aussi cette boîte là qui fait de l'animation, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pensais pas retrouver cette ferveur que j'avais eu chez eux. Et récemment, donc en arrivant en Australie, j'ai eu la chance de bosser un peu dans l'animation, enfin pas dans l'animation en club ou quoi que ce soit, mais dans l'événementiel, donc sur des événements en auberge de jeunesse, etc. Ok. Et ça a un peu fait renaître ce truc en me disant ah l'animation finalement j'ai toujours un peu dans la peau, j'ai toujours un peu dans le sang et ça me plaît bien. De là à dire que j'en ferai mon métier, peut-être pas. Mais de là à dire que j'ai vraiment enfoui l'animation dans ma vie, pas du tout, parce que je pense que j'ai toujours cette fibre là, Ouais. j'ai toujours ce truc où j'aime avoir de l'animation autour de moi, j'aime créer, j'aime être dans l'échange, toujours cet échange avec les gens. Et je pense que je l'aurai toujours en moi, mais peut-être pas de là à en faire mon métier sur du long terme entre guillemets. Mais j'ai toujours ce petit truc un peu en moi. Ok. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses que cette expérience t'a appris sur toi, sur tes limites? Est-ce que tu en ressors grandi? Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ça t'a appris des choses sur toi et que tu ressors du positif? Je pense qu'aujourd'hui c'est l'expérience qui malgré comment elle s'est terminée m'a le Ouais. plus appris sur moi-même et c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est l'expérience qui m'a fait me rendre compte que j'avais le droit aussi d'avoir des exigences et que j'étais pas obligé de subir ce que Ouais. tout le monde voulait me faire subir Ouais. ou voulait pas, mais du moins ce que j'acceptais. Et en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ok, j'ai le droit d'être moi-même et j'ai le droit d'avoir aussi mes limites et mes choses que je n'accepte pas et que je ne tolère pas. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on a des choses qu'on n'accepte vraiment pas et des choses qu'on veut faire valoir, c'est le moment où on s'affirme soi-même, s'affirmer dans le bon sens du terme, pas s'affirmer dans le sens où on essaye de d'écraser et d'être Ouais. vraiment Bah, au-dessus. affirmer, c'est pas écraser. Oui, c'est vrai, mais Ouais. c'est un peu connoté, je trouve Ouais. maintenant. Je trouve que ça a été un peu connoté avec le temps. Ouais. Et s'affirmer, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de se dire, je réalise qui je suis Ouais. et j'ose me dire, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'avoir des exigences et j'ai le droit d'avoir des limites que je ne souhaite pas avoir dépassées. Et à partir du moment où moi j'ai compris ça dans cette expérience, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus grandir et je pense Et que tu l'appliques dans ta vie maintenant. exactement. Et je pense que mes parents, du coup, alors je parle beaucoup de mes parents, mais c'est parce que étant fils unique et étant très proche de mes parents, ça a toujours été ceux qui m'ont le plus vu évoluer, je pense. Et je pense qu'ils pourraient confirmer aujourd'hui en disant que je suis pas du tout la même personne que quand je suis parti en saison avant après ma dépression, pardon. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai ce truc je suis capable de dire où est-ce que je mets mes limites. Peut-être même un peu trop. J'ai tendance à être des fois un peu trop rigide sur ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, je suis capable de me dire ça j'accepte pas. Et j'ai aucun mal aujourd'hui, peut-être des fois de manière un peu trop impulsive, à me dire ça j'accepte pas, je passe à autre chose, j'abandonne. Et je pense que ça se traduit dans le travail, mais ça se traduit aussi avec les gens. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on accepte des gens, que ce soit des amis, que ce soit des amours, que ce soit des collègues ou quoi que ce soit, sur lesquels il faut essayer de relativiser, de se dire est-ce que je suis vraiment en train d'accepter ça parce que j'en ai envie ou parce que j'ai pitié de la personne ou parce que j'aime trop cette personne ou parce que j'ai trop envie que cette personne aille bien. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réussir à fixer des limites aussi là-dessus. Donc non, je pense que cette expérience, elle m'a appris énormément sur ça d'une part et aussi sur le fait que bah, même si c'est une passion, il faut pas tout accepter. Il faut se rendre compte que voilà, on a nos limites. C'était peut-être une passion à ce moment-là, je dirais pas que ça l'est toujours, mais ça a été quelque chose qui m'a permis entre guillemets de me sortir de cette phase-là et c'était nécessaire. Et je cracherai jamais sur cette expérience parce que pour moi, sans elle, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Donc c'est vrai que non, je suis content d'avoir trouvé ça. Même si ça s'est mal terminé, c'est l'expérience pour laquelle je pense que je suis le plus redevable au monde aujourd'hui. Et le seul malheur que j'ai, c'est d'avoir coupé le contact entre guillemets avec les gens avec qui j'étais pendant cette saison, qui pour moi ont eu des attitudes qui étaient ignobles vis-à-vis de moi, pardon, mais qui aujourd'hui, je sais pas s'ils regrettent ou non, mais je pense qu'il y a ce truc où j'aimerais bien qu'on se pose autour d'une table et qu'on en discute pour dire est-ce que tu le ressentais vraiment comme ça ou est-ce que juste tu as agi par continuité. Donc voilà, mais sinon non, j'essaye d'avoir le moins de regrets possible dans ma vie maintenant Ouais. parce que je me dis que ça passe vite et Ouais. que d'un jour à l'autre, je pense que quand on a vécu des épisodes dépressifs ou Ouais. des épisodes de santé mentale très compliqués,
et qu'on s'en sort, parce que je suis convaincu que tout le monde peut s'en sortir et je vous encourage à faire le maximum pour vous en sortir, même si c'est dur. Il y a toujours un soleil derrière les nuages, c'est ce qu'il faut se dire. Et je me dis que voilà, à partir du moment où on a fini enfin, on est passé à autre chose, on a ce truc où il faut plus avoir de regrets. Parce que la vie, elle peut basculer à tellement de moments et on peut passer du jour à la nuit en une seconde. Faut prendre du plaisir. Faut essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience et de se dire, ah, je suis vraiment moi-même parce que je voulais faire ça, je l'ai fait. Je me suis pas dit, ah, mais si, ceci, si, cela, etc. Donc, c'est ce que cette expérience m'a appris, c'est de me dire, j'ose être moi-même, j'ose avoir cette réalisation que je suis quelqu'un et que j'ai le droit d'avoir mes limites. Et aussi ce truc de me dire, si j'ai envie de le faire, il faut que je le fasse maintenant parce que l'envie, elle va pas diminuer en 10, 15 ans. Par contre, j'aurais peut-être plus la possibilité de le faire dans 10, 15 ans. Et aujourd'hui, je pense que je suis en Australie aussi pour ça, parce que j'ai eu ce truc de me dire, j'ai envie de le faire, peut-être que je pourrais pas le faire dans 10 ans. Alors vas-y, allons-y maintenant, quoi. Ok. Et justement, je me demandais qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Australie et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens heureux et aligné avec tes choix et ta vie? Alors, ce qui m'a poussé à aller en Australie, c'est un tout autre. Enfin, je pense pas que ce soit un réel lien avec ça, Oui. mais c'est vrai que dans mon travail, je commençais à un peu avoir fait le tour, je pense, parce que bosser avec des gens, ça va très bien, comme je disais, c'était moi ce qui me tenait au quotidien. Mais dans le travail, il y avait un moment où voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ça se passait très bien, mais j'avais besoin de voir autre chose aussi. Ouais. Et je sentais que j'avais aussi besoin de découvrir des choses que j'avais pas vues jusqu'ici. J'avais toujours, même si j'ai bossé à l'étranger pendant plusieurs années, j'avais ce truc où je me disais, ok, là je suis retourné à Poitiers, qui est une ville moyenne, on va dire, pour ne pas dire une ville petite, mais voilà, c'est une ville moyenne, j'ai fait le tour, je dirais pas que je connais tout le monde, mais c'est une petite ville où tout le monde se connaît, donc je me suis dit, il faut que je change quelque chose. J'avais pour objectif de partir en Espagne, travailler, parce que bah, cadre de vie un peu plus supérieur en termes de niveau de vie, la température, etc. Globalement, le cadre est quand même mieux, enfin mieux. Le cadre est différent pour le meilleur, on va dire. Et au final, j'ai été en Espagne et je me suis dit, mais c'est pas du tout ça qu'il me faut. Il faut que je change radicalement. Et donc à partir de là, c'est un peu immiscer le projet Australie en me disant, ok, on repart de zéro à l'étranger. Et c'était un défi que je voulais me lancer. J'ai toujours besoin, moi, d'avoir des challenges vis-à-vis de moi-même, je pense, depuis ces jours-là. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, on le tente. On voit si on en est capable et on voit si tu es capable d'aller en Australie, de faire 1 an, 2 ans, 3, voire plus ici, sans avoir ce truc de te dire, est-ce que tu en es capable? Tu le tentes et on verra une fois qu'on est sur place. Ça fait peur, parce que ça fait peur de se lancer dans des choses comme ça quand on connaît pas. Exactement. Aller vers l'inconnu, c'est un truc qui est super compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je l'avais pas fait aujourd'hui, je l'aurais regretté dans 5 ans. Et donc je me dis, bah vas-y, on y va, on le tente. Je dirais pas que je suis au meilleur de ma vie actuellement, parce que bah, forcément c'est compliqué quand on vient d'arriver. C'est une énorme transition. Ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé en Australie, donc c'est assez récent encore, hein, ça fait pas très longtemps. La France me manque pas tant que ça. J'ai pas ce manque entre guillemets de mon cadre habituel, ce manque de stabilité entre guillemets, parce qu'entre les auberges de jeunesse, les tafs où forcément en 1 mois et demi j'ai changé 4 fois de taf, je crois. Donc donc c'est vrai que ça fait bizarre, mais tout est beaucoup plus exacerbé parce qu'on vit les choses 100 fois plus fort et on a ce truc de se dire mais est-ce que c'est vraiment ma place? Je sais pas, je suis incapable de répondre si c'est ma place aujourd'hui, mais je me dis que voilà, si j'ai pensé à rentrer un moment parce que ça se passait vraiment mal et je me suis dit mais si je aujourd'hui, c'est sûr que dans 1 an, 2 ans, je vais le regretter parce que j'aurais pas vécu l'expérience à fond. Donc non, je pense qu'il faut essayer des choses. C'est pas grave de se tromper. Je pense que on fait tous des erreurs dans notre vie. Personne n'a la vie parfaite, la vie qu'il aurait aimé avoir de A à Z. On fait tous des erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de se tromper et de se dire, ok, c'était une erreur, mais je l'ai tenté. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis content d'être là. Je dis pas que c'est une erreur, bien au contraire, je suis très content d'être ici. Mais si il advient que, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que c'est une erreur, je rentrerai et ce sera pas ce sera un échec, mais j'aurais fait cette erreur là de partir sans que ce soit la bonne chose. J'aurais sans doute dépensé trop d'argent par rapport à ce que je voulais, mais j'aurais été au bout de mon idée. J'aurais aucun regret, j'aurais été au bout de mon idée. Ok. Du coup, je vais te poser les quelques dernières questions du podcast. Déjà, la première question, je voulais savoir quelle est selon toi la définition de la réussite? Réussir sa vie. J'étais pas prêt à cette question du tout. Réussir sa vie. Je dirais que réussir sa vie. Je parle uniquement à l'instinct parce que du coup, je n'ai pas du tout préparé la question. Tu peux prendre le
temps de réfléchir aussi. Non, je pense que c'est bien de répondre à l'instinct aussi là-dessus. Réussir sa vie, je pense que c'est pas forcément être heureux dans sa vie, parce que ça, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que réussir sa vie, c'est avoir fait ce qu'on avait envie de faire. C'est avoir toujours été fidèle à ses valeurs. Je reviens souvent sur les valeurs, parce que moi, c'est quelque chose qui me définit énormément. C'est exactement ça, c'est ce qui guide les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, j'essaie de toujours suivre mes valeurs. Et je pense qu'à partir du moment où on suit ses valeurs et où on reste fidèle à ce qu'on est, sans forcément être une différente personne et en ayant une vie qui soit pas la nôtre, on est dans cette phase de réussite. Ça veut pas dire être riche, ça veut pas dire avoir beaucoup de gens autour de soi ou quoi que ce soit. Je connais des gens qui réussissent en étant tout seuls, mais juste parce qu'ils vivent leur meilleure vie. Ils adorent ce qu'ils font, ils adorent le cadre dans lequel ils sont, et pour eux c'est de la réussite. Et pour moi, du coup, c'est une réussite pour eux. Ouais. Donc non, la réussite, c'est vraiment pour moi être en phase avec ses opinions, avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est ça. Trop bien. Si tu devais donner une ressource, que ce soit un livre, un podcast, un film, un documentaire, ce que tu veux, qui t'a particulièrement inspiré ces derniers temps, qu'est-ce que ça serait? Là, je vais avoir besoin de plus de réflexion par contre. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, Tout. n'importe quoi. Euh, Même une personne, quelqu'un qui t'a fait réaliser quelque chose qui t'a inspiré. Ouais, une personne c'est facile parce que je vais revenir sur mes parents, voilà, forcément, parce que je sais que Ils ont l'air exceptionnels. ils sont exceptionnels, vous êtes exceptionnels, n'en doutez jamais. Mais non, je vais pas dire mes parents parce que ce serait trop facile pour moi de rester sur cet aspect parental. Bah en vrai, alors c'est un peu bancal, mais dans l'avion pour venir en Australie, j'ai regardé Le Robot Sauvage. Je sais pas si tu Non, connais. pas du tout. C'est un film d'animation qui est sorti l'année dernière. Je l'ai re-regardé du coup dans l'avion pour la 5 ou sixième fois. Et à chaque fois que je le regarde, j'ai cette émotion un peu et cette réalisation de on est tous capables de faire des choses, on est tous capables de grandir et de devenir quelqu'un d'autre, malgré le fait qu'à la base on soit peut-être différent ou qu'on n'ait pas on n'ait pas l'impression de rentrer dans le moule. Et moi en fait ce film-là il me parle énormément parce que ça parle d'émancipation, ça parle de choses, de personnes qui sont, enfin de personnes, ça parle de quelqu'un qui est différent à la base du reste du troupeau entre guillemets on va dire. Ok. Et ça parle ouais, de cette manière-là à cette personne de devenir quelqu'un d'autre. Ok. Ça a beau être un film d'animation, pour moi c'est un film d'animation qui m'a vraiment touché D'accord. et qui aujourd'hui me trotte toujours dans la tête au quotidien parce que je m'identifie énormément à ce film au final. Ok, trop bien. Et du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi oser être soi? Donc, si t'as déjà un peu répondu. C'est ce que j'allais dire, je vais sans doute me répéter dans ce que je vais dire, mais pour moi oser être soi c'est vraiment c'est en fait ça part déjà du moment où on réalise qu'on peut être quelqu'un et qu'on n'est pas juste de passage entre guillemets. Et ça se transmet par oser être soi, ça se transmet par la découverte de ses valeurs, je reviens encore sur les valeurs, la découverte de ses principes, des choses qu'on est, des choses qu'on n'est pas, des choses qu'on souhaite et qu'on ne souhaite pas, et des choses qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Je pense que oser être soi, c'est vraiment cette réalisation de se dire, ah, je suis pas juste quelqu'un de passage qui va traverser la vie de 0 à 80 voire plus années. Je suis quelqu'un qui a été mis ici pour quelque chose. Et on est tous là pour quelque chose. Et je pense qu'on a tous besoin et envie d'être heureux et besoin de réussir entre guillemets sa vie comme on l'entend. Et oser être soi, c'est aussi ne pas aller bien. Parce que quand on ne va pas bien, s'autoriser à ne pas aller bien, exactement comme tu dis, s'autoriser à ne pas être tout le temps au top de sa forme, s'autoriser à avoir des jours où ça va pas. Et je vois beaucoup de gens en Australie, par exemple, qui me disent, oh, j'ai rien fait de la journée, j'ai pas l'impression, enfin, je me sens mal de rien avoir fait alors que je suis en Australie et que je suis peut-être dans un des plus beaux endroits du monde. Voyage en général. Tu parles des gens qui voyagent, c'est ça? Oui, les gens qui voyagent et les gens qui, par exemple, sont dans des cadres où ils ont l'impression que c'est un cadre où ils ont besoin de toujours être actifs, etc. On a le droit d'avoir un jour où on va pas bien, un jour où on n'a pas envie forcément de faire grand chose. C'est aussi ça, être soi. C'est de s'autoriser à avoir ces moments où on n'est pas bien, ces moments où on va moins bien. Et comme on parlait de dépression, etc., il y a ce truc de s'autoriser enfin, accepter qu'on est en dépression. C'est la première phase pour moi de la rémission et entre guillemets de cette renaissance, de se dire, je vais pas bien, ok. Maintenant, je sais que je peux pas être plus bas. Je sais que voilà, c'est la première marche. Et ça fait énormément partie de ce que de ce que j'appelle oser être soi. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là où j'ai osé être moi de mon côté, en tout cas. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses, d'autres sujets, etc.?
J'ai beaucoup parlé. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé. Je suis désolé. Non, bah rien. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter si ce n'est que Un même message à faire passer. un message à faire passer. Bah, bon, ça va aller mieux. Si des gens écoutent ça alors qu'ils ne vont pas bien, ça va aller mieux. Je vous l'assure. Je sais que c'est compliqué à entendre à ce moment-là et je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais ça va aller mieux. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment. Big up à mes parents encore une fois. Mais voilà, vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, que ce soit vos parents. Si c'est pas vos parents, vous avez forcément des gens sur qui vous rattachez. Et même si vous trouvez des choses, que ce soit en ligne ou quoi que ce soit, qui vous aident à vous accrocher à quelque chose, il faut trouver cette chose sur laquelle on se raccroche et sur laquelle on se dit, c'est ça qui va m'aider. Et à partir du moment où vous réalisez que vous n'allez pas bien, c'est le premier pas pour aller mieux. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça le message que j'ai envie de transmettre. Et dernière chose, excuse-moi, Non, vas-y. juste de jamais se rabaisser à quelque chose ou à quelqu'un, parce qu'on mérite tous, on a tous une jauge entre guillemets du mérite qu'on se met à soi-même. Je pense que la jauge elle est bien au-delà, enfin bien élevée, enfin bien plus élevée pardon, que celle à laquelle on la met, et il faut juste réaliser qu'on mérite beaucoup, enfin beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Trop bien. Merci beaucoup pour cet épisode. Bah, Merci merci à d'avoir toi. participé. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire et un petit like sur la vidéo YouTube. Sinon, je mettrai donc cet épisode sur Spotify, Deezer, etc. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!